Une des principales barrières à l'innovation dans les entreprises résulte de l'application des principes de bonne gestion. La raison est que ces principes génèrent des effets pervers, c'est-à-dire contraires à l'intention initiale qui est d'innover. Pour mieux comprendre comment les principes de bonne gestion génèrent ces effets pervers, plaçons-nous dans la situation de Sophie, qui est une jeune commerciale travaillant dans une grande entreprise. L'innovation a été placée au centre de la stratégie de cette entreprise. Le PDG a été très clair: tous innovateurs. Sophie prend très à cœur cet impératif. Un jour, de retour d'un rendez-vous client, elle réfléchit à la discussion qu'elle vient d'avoir et lui vient l'idée d'un nouveau produit. Tous innovateurs. Va-t-elle pouvoir lancer ce nouveau produit? Eh bien, c'est très peu probable. Ce qui est plus probable, c'est que lorsque Sophie décidera de consacrer du temps à son projet d'innovation, son responsable lui interdira avec l'argument suivant: occupe-toi d'abord de tes prospects et s'il te reste du temps, on verra bien. Si elle s'entête, après tout, tous innovateurs, elle n'atteindra pas ses objectifs et elle sera lourdement pénalisée quand viendra l'heure de l'évaluation de sa performance, car malheureusement, l'innovation ne fait pas partie de ces critères d'évaluation. Elle devra donc probablement renoncer. On retrouve bien là le conflit entre le présent et le futur qui fait que les ressources vont être allouées au premier aux dépens du second. Ce conflit a été caractérisé en termes d'opposition entre l'exploitation, la gestion au quotidien de l'organisation, et l'exploration qui correspond à l'innovation. Le problème de Sophie existe même si l'innovation fait explicitement partie de ces critères d'évaluation. Alors imaginons que ce soit le cas. Sophie a donc deux critères d'évaluation de sa performance: l'innovation et ses résultats commerciaux. Si elle a consacré du temps à développer une innovation, elle sera évaluée favorablement sur ce critère. Mais bien sûr, sa performance commerciale en aura souffert et elle n'aura pas atteint ses objectifs. Elle sera donc évaluée défavorablement sur ce critère. Il y a donc conflit entre les deux. Que doit faire son responsable? Eh bien, la réalité de l'entreprise étant ce qu'elle est, il est extrêmement probable que celui-ci donnera plus de poids aux mauvais résultats commerciaux, car ceux-ci sont tangibles, mesurables et d'un impact immédiat, qu'à l'effort d'innovation qui, lui, est intangible, non mesurable et d'un impact lointain. Quelle que soit la bonne volonté de ce responsable, car il est sans doute lui-même évalué ainsi, avec les mêmes critères. Cette attitude est donc rationnelle de sa part et elle conduit à l'effet pervers de la non-innovation. On le voit, le conflit entre l'exploitation et l'exploration, entre aujourd'hui et demain, provient d'un mauvais alignement entre les intentions de la direction et les mécanismes incitatifs qui régissent les actions des collaborateurs au quotidien. À moins que la direction générale, via un dispositif managérial, ne fournisse une solution pour gérer ce conflit et le régler, il perdurera. Alors ces dispositifs peuvent varier, ça peut être du temps libre garanti, une priorité à l'innovation devant d'autres objectifs plus quantitatifs dans l'entretien annuel, ou des impératifs pour les managers de permettre l'innovation. Ces dispositifs seront propres à chaque entreprise en fonction de son histoire et de sa culture. En conclusion, l'innovation ne peut pas être le résultat d'une seule intention de la direction. Elle est le résultat des dispositifs managériaux mis en place par cette dernière pour que son intention se traduise dans des actions au quotidien de tous les collaborateurs. Et c'est donc à la conception de ces dispositifs, plus qu'à des programmes de créativité, que doit être consacré l'effort d'innovation.